Oui, du coup, je vais vous comme disait Maud, moi je termine, là en août. Du coup, c'est un peu un récap de ce qui a été fait, les 2 dernières années à Safrey. Donc nous, on travaille sur le bassin de Safrey, avec pour objectif d'aller vers le non-usage de produits phyto en 2040 et c'est un partenariat du coup avec le syndicat d'eau du département, Atlantico, qui est producteur, distributeur et il m'en manque un, et producteur, distributeur d'eau sur le département de Loire-Atlantique. Donc c'est un travail qui a été fait avec Rémi, Marianne du coup de Atlantico, Laura et Claire. Donc toute l'équipe est là. Donc l'équipe Safra, n'hésitez pas à me couper s'il y a besoin de rajouter des choses ou si c'est trop synthétique ou trop long. N'hésitez pas. Et, par... et quoi? Et Nathalie aussi qui est présente du coup de Atlantico, qui est avec nous. Et n'hésitez pas si pendant la présentation, si vous avez des questions de compréhension à les poser en direct et à me couper. Sinon, après, on fera un temps d'échange. Alors, juste pour resituer un peu le contexte, parce que du coup, on est dans le Grand Ouest, c'est quand même une région qui est un peu particulière. On est vraiment sur une région d'élevage, donc je trouvais que c'était important de resituer un peu les chiffres des productions. Donc, c'est un territoire historiquement de grand élevage. On a 7 exploitations sur 10 qui font de l'élevage. Et ça va être principalement laitier. C'est le cheptel laitier qui est du Grand Ouest, donc Normandie, Bretagne, Pays de la Loire. On a 52% des vaches laitières du cheptel français. Et ça représente 52% de la collecte nationale, 8% de la production européenne. Donc c'est quand même le bassin laitier. La majorité, c'est en filière longue. On a 98% du lait qui va être transformé en filière longue. Et les 2% restants, ça va être du coup transformé en direct. On a les industries agroalimentaires du coup qui sont liées à l'élevage. Enfin, de général, il y a l'industrie agroalimentaire est bien implantée dans le Grand Ouest et notamment celle liée à l'élevage, qui représente 52% des emplois du secteur et 56% du chiffre d'affaires donc sur le Grand Ouest. Et en Pays de la Loire, donc plus spécifiquement sur la transformation laitière, on va avoir Lactalis qui va être le premier employeur de la région sur ce domaine. Et ensuite, Bell, Savencia et les coopératives Eurial, Sodial, Laïta, Terena. Donc vraiment des gros acteurs bien implantés sur le territoire. Et juste cette petite cartographie qui est intéressante pour voir un peu la localisation des vaches, hein. Donc c'est des données de 2021. En vert, ça va être les vaches laitières. En violet, les vaches allaitantes. Donc on voit bien que le Grand Ouest, c'est vraiment un bassin laitier. Mais on a quand même la viande qui est aussi une part importante dans la production. Donc, c'est pas la production majoritaire, mais ça reste quand même une activité importante, et notamment en Pays de la Loire, alors que Bretagne et Normandie vont être un peu plus spécifiques sur le lait. Donc, le bassin de Safrey, c'est 8000 hectares de surface et environ 6000 hectares de SAU. Et c'est vraiment un bassin finalement qui est représentatif du Grand Ouest. Les chiffres que je vous ai donnés juste avant, on peut les appliquer totalement au territoire. Donc, on a 105 exploitations. Et on a 92% des fermes du bassin qui ont au moins un atelier d'élevage. Donc en bas à droite, vous avez la répartition des exploitations par orientation. Donc c'est beaucoup de fermes mixtes, hein, mais du coup, ils vont donner priorité à une production. Et on voit que c'est notamment lait. La moitié, ça va être sur un atelier bovin-lait qui va être la production principale. À peu près un quart, ça va être viande. Et ensuite, on va avoir des exploitations plus spécialisées sur la grande culture, volaille un peu, et quelques autres productions, maraîchage, petits fruits, apiculteurs, etc. On a 25 fermes en agriculture biologique, donc ça représente 20,5% de la SAU. Finalement, c'est assez élevé, mais on est dans la moyenne, on est un petit peu au-dessus de la moyenne départementale, mais c'est un département qui a plutôt une bonne surface en bio. Sur l'assolement, on a 50% d'herbes, donc vraiment polyculture élevage, plutôt bocager. Et par contre, si on prend maïs et blé en plus des prairies, on a 90% de la SAU. Donc peu de diversification dans les cultures. Et on va avoir une tendance à la céréalisation et un déclin de l'élevage. Donc ça, c'est type qu'on peut voir partout sur le Grand Ouest. Mais c'est ce déclin de l'élevage, car un métier qui est de moins en moins rémunérateur, on reviendra dessus. Et Blanche, une petite question de contexte, 50% d'herbe, c'est classique pour la zone?
Ou ça me semble élevé, mais peut-être que j'ai une fausse image du territoire. Non, ça c'est un chiffre qui est à peu près, représentatif. Je pense que je vois OK. Marianne qui hoche de la tête, OK. sur le département, c'est plutôt ça. Et sur le lait, du coup, ouais, majeure partie qui part en filière longue et on a 6 collecteurs, qui vont intervenir sur le bassin. Donc là, ils sont classés, en ordre alphabétique, hein, mais on a Biolay, Eurial, Herbauges, Lactalis, Semper et Terrena et c'est Lactalis qui va être principalement le plus gros collecteur, du bassin. Et ensuite, en fonction des collecteurs, les sites de transformation vont être, différents, mais quasiment tout le lait, du coup, quitte le bassin et va être, redirigé sur des sites de transformation un peu spécialisés. Si on prend l'exemple de Lactalis, par exemple, il y aura 3 sites de transformation, heu, en Loire-Atlantique ou en Bretagne et ça va être sur le fromage conventionnel, le lait en bouteille ou, le beurre, mais vraiment assez spécialisé. Et ce qu'on se rend compte, c'est que finalement le bassin, ça pèse peu pour ces acteurs, ces gros collecteurs. Donc c'est un petit territoire pour eux et pas une grosse zone de collecte. Et sur ce bassin, donc on a un enjeu qualité eau. C'est une zone de captage. Ça fait partie des 14 sites de captage de Atlantico. Et c'est un captage qui est classé prioritaire au titre de Grenelle de l'environnement depuis 2008, donc avec des mesures particulières sur, tout ce qui est, pesticides et nitrates. Il alimente 45 000 habitants, qui sont à la fois sur le bassin, donc il y a 12 000 habitants à peu près sur le bassin et ça va alimenter une zone un peu plus large et c'est un bassin très filtrant, donc avec des transferts rapides de polluants vers la nappe, on va avoir très vite l'impact, sur, la masse d'eau. Donc c'est pour ça qu'il y a eu le choix de Atlantico, et des acteurs, partenaires de faire une charte tous innovateurs, donc en 2021, avec pour objectif d'aller vers, le non-usage de produits phytosanitaires en 2040, de synthèse, hein. Et du coup, c'est un peu un espace test. C'est le seul bassin où il y a cette charte et c'est un peu pour voir comment on peut, par la concertation et par cet objectif, amener les acteurs à aller vers la réduction des produits phyto. Donc sur le déroulé de ce qui s'est passé avec Bicreative, sur Safrey, donc l'objectif, le lien était fait au moment de la signature de la charte, hein, avec cet objectif, final d'aller vers la conception et d'essayer de cons Bienvenue sur Zoom. Veuillez entrer votre oh, identifiant de réunion Billy Benitez. Press 0. du coup, avec l'objectif de concevoir des innovations, techniques et organisationnelles pour aller vers le non-usage de phyto. Et pour en arriver là, du coup, il y a eu plusieurs étapes. L La première étape, ça a été l'étape de scénarisation via, l'outil Coquelicot. Donc là, c'est Claire et Rémi qui ont fait ça en hiver 2021 et l'objectif, c'était de mettre en discussion avec les agriculteurs, comment Bicreative pouvait contribuer à l'objectif de la charte. Donc vraiment placer, les agriculteurs au centre de la réflexion et dans le choix des actes de recherche. Donc là, l'objectif, c'était d'avoir une vision collective des enjeux du territoire et du futur, souhaité. Et aussi préparer les orientations pour Bicreative en termes de méthodo, quelles étapes on allait faire pour arriver à la conception. Donc là, il y a eu deux propositions de méthodo, c'était de passer par une track et par un DST. Donc la track avec l'idée d'aller faire une recherche d'initiatives permettant une meilleure rémunération des éleveurs. Donc je reviendrai un peu sur pourquoi ce choix de la rémunération des éleveurs. Mais dans l'idée d'avoir un apport de contenu et de connaissances permettant d'alimenter à la fois le DST et la conception. Et là, en termes de sortie, c'était d'avoir une sorte de panier d'innovation, qui pouvait inspirer le territoire, pour améliorer la rémunération des éleveurs et un arbre d'exploration permettant de voir, du coup, la diversité des voies, pour, améliorer la rémunération des éleveurs. Et le DST, donc là, c'était plus sur l'objectif d'avoir une meilleure compréhension du territoire en termes du fonctionnement des acteurs, les réseaux d'acteurs, les partages de valeurs et en objectif, donc avoir une compréhension des systèmes sociotechniques et des verrous associés, ainsi que la formulation des cibles de conception, sur la base des motivations repérées lors des entretiens. Donc choisir, ouais, des leviers et des cibles, à partir des entretiens et des envies des acteurs du territoire. Donc en sortie scénarisation, ce qui est sorti, c'est qu'il y avait cette tendance du déclin de l'élevage et des prairies qui allait à l'encontre de l'objectif, du zéro phyto. Donc
un déclin de l'élevage qui était lié principalement à la rémunération peu attractive. Pour la track, en termes de sortie, ce qui a été montré, c'est que finalement, il y avait une diversité de voies pour améliorer la rémunération des éleveurs. La labellisation, la transformation, la diversification des sources de revenus. Donc ça, c'est un peu les points clés, mais on reviendra sur chaque étape un peu plus en détail. Sur le DST, en retour un peu à chaud, il y a eu cette perception du fonctionnement du régime dominant laitier qui est un peu stable et immuable, un peu figé, avec des gros acteurs, un fonctionnement qui marche comme ça depuis longtemps, et une sorte de phénomène d'auto-renforcement. Ça marche bien, on continue à aller dans ce système. Un deuxième point, c'est qu'il y a le verrouillage sur la demande de produits issus de la baie, particulièrement en ce moment. Et troisième point, c'est qu'on pouvait repérer quand même chez les acteurs, chez certains acteurs, une motivation pour faire évoluer le régime dominant ou développer des niches d'innovation. Donc maintenant, on va aller zoomer un peu sur chaque étape. Et en premier, la scénarisation. Donc là, la question qui était posée aux agriculteurs, il y a eu 2 ateliers avec une dizaine d'agriculteurs. C'était comment le projet Bicréatif pouvait contribuer aux objectifs de la charte. Et ce qui a été mis en avant, donc, c'était que l'orientation polyculture élevage du territoire, c'était vraiment un atout pour aller vers le non-usage de produits phyto. Parce que plus de prairies, ça voulait dire donc prairies, pas de pesticides appliqués normalement. Et si on allait vers les céréales, c'est retournement de prairies, et donc céréales, ça a plus de risques de pesticides. Donc vraiment un enjeu à maintenir l'élevage. Sauf que la problématique, c'est la faible rémunération des productions animales, à la fois lait et viande, aux besoins de la main-d'œuvre. Donc un métier qui est finalement peu attractif parce que beaucoup de besoins liés à la l'astreinte de la traite, donc beaucoup de main-d'œuvre demandée. Et du coup, ce développement de la culture de vente sur le bassin. Les agriculteurs, du coup, il y a eu deux questions principales: comment maintenir l'élevage sur le territoire, ou comment faire du sans phyto, sans élevage. Et les agriculteurs allaient poser des gommettes sur leur sujet qui les intéressait le plus Raymond, et qui voulaient join travailler. the meeting. Oh, bonjour Raymond. Et du coup, pour aller les actes de recherche prioritaires. Donc là, on voit bien les pastilles bleues, c'était vraiment sur les questions de comment améliorer la rémunération du lait et de la viande. Et en second, c'était comment satisfaire les besoins de main-d'œuvre liés aux ateliers d'élevage. Donc finalement, c'est comme ça qu'on a allé cibler la question de recherche pour la track à l'innovation. Donc sur la track aux innovations qui s'est ciblée sur la rémunération des éleveurs, l'objectif, c'était vraiment d'aller s'inspirer des autres territoires, de voir d'autres expériences sur la rémunération des éleveurs. Et du coup, avoir à la fois les bonnes expériences et les mauvaises expériences pour voir ce qu'on pouvait potentiellement transposer, adapter sur Safré. Donc avoir une sorte de panier d'initiatives sous le coude qui nous permettrait d'aller travailler sur l'axe de la rémunération. Et comment ça s'est fait? Donc c'était pas mal de bibliographie. Il y a eu pas mal de travaux qui ont été faits par d'autres organismes. Donc il y avait le GERDAL qui avait travaillé dessus, les ADANGER, l'IDEL, le CIVAM. Donc c'était aller voir leurs travaux, faire des entretiens du coup avec ces gens-là. Aussi aller voir sur des événements, un peu les salons agricoles sur l'élevage, comment essayer de voir s'il y avait un peu des initiatives mises en avant. Donc ça s'est fait un peu comme ça. Et on a du coup fait une sorte on a fait un arbre d'exploration avec 2 axes finalement. On a un peu en brainstorming comment on pensait qu'on pouvait améliorer la rémunération des éleveurs. Et en même temps, on avait cette chasse aux initiatives qu'on allait placer sur les branches et qui pouvait permettre d'élargir l'arbre dès qu'il manquait une branche ou dès qu'on voyait qu'il manquait des initiatives. C'était un peu on rebondissait entre l'arbre et la chasse aux initiatives, la traque aux innovations. Donc dans les 2 branches principales, il y avait la diminution des charges finalement et l'augmentation du produit brut. Sur la diminution des charges, donc là, il y avait les charges opérationnelles et charges de structure. Donc opérationnel, ça va être plus sur les coûts alimentaires de l'élevage, des achats d'intrants, réduction des frais d'élevage. Donc là, c'est plutôt travailler sur les systèmes herbagers, économes et autonomes. Travailler sur aussi les races rustiques pour réduire les frais d'élevage. Donc là, il y a déjà pas mal de travaux qui sont faits par les CIVAM et les GAB. Donc on a un peu moins axé nos recherches là-dessus. Diminution des charges de structure, ça va être charges de mécanisation, diminuer le temps de travail, potentiellement faciliter l'accès au foncier, donc on a élargi un peu. Mais oui, du coup, diminution des charges, on a moins travaillé là-dessus parce qu'il y avait déjà des partenaires qui faisaient.
et on s'est dit autant mettre les efforts sur l'augmentation du produit brut. Donc là, sur l'augmentation du produit brut, finalement, il y avait 3 familles, on va dire. Augmenter la production, donc ça nous intéressait un peu moins. Augmentation de prix de vente, là, il y avait plusieurs possibilités. Il y avait la transformation, donc par les agriculteurs, l'adhésion à un label ou une marque, donc rejoindre un label ou créer sa propre marque. Tout ce qui est vente en circuit court et limiter les intermédiaires. Travailler ensuite sur l'amélioration de la qualité du produit, donc sur des races particulières, sur la finition des produits, sur la qualité du lait. Et un dernier point, c'est fixer ses prix en fonction du prix de revient. Donc là, c'est plus aller travailler avec les acteurs de l'aval en discussion sur comment fixer le prix. Et dernière famille, ça serait plus sur la diversification des sources de revenus, donc avec la création de nouveaux ateliers. Donc ça peut être diversifié sur des ateliers céréales, par exemple, ou culture légumineuse. Mais ça peut être aussi des ateliers totalement autres, comme accueil à la ferme, pédagogie, etc. Et dans diversification, ça peut être aussi rémunérer les services écosystémiques. Donc, essayer de travailler sur les pratiques favorables à la biodiversité, comment on pouvait les rémunérer, notamment avec les collectivités. Donc, quelques exemples, finalement, il y a une quarantaine, cinquantaine d'initiatives qui ont été repérées. Mais là, juste pour que vous ayez une image un peu rapide d'initiatives qui nous ont un peu inspirés. Donc Terre de Source en haut à gauche, par exemple. Donc ça a été à l'initiative de Haut du Bassin Rennais, de la métropole de Rennes et de trois autres syndicats d'eau, pardon. Avec là, dans l'idée, c'est vraiment à l'initiative des collectivités pour essayer d'encourager les agriculteurs qui ont un mode de production plutôt vertueux sur la qualité de l'eau et de l'air. Et ils ont fait une innovation, c'était un marché public qui permet d'acheter une prestation de service de l'eau. Donc, ils font des pratiques particulières au travers de l'achat de produits alimentaires pour la restauration collective. Donc, c'était un peu une construction juridique un peu innovante. Et ils ont fait un dépôt de marque aussi pour la restauration privée, donc Terre de Source. Donc là, on allait les rencontrer à Rennes pour voir un peu comment ils fonctionnaient et est-ce que ça pouvait potentiellement s'appliquer sur Safrey. Un autre exemple, donc là sur la transformation en direct des éleveurs, on est sur le département du 44. Donc là, c'est des éleveurs qui sont regroupés, 9 exploitations, qui ont créé leur laiterie. Donc ils sont actionnaires de leur propre laiterie et ils ont mis en place tout un système sur la rémunération en fonction du prix de revient, avec un revenu minimum à 1 700 €. Ils travaillent beaucoup sur la réduction des charges, hein. Ils partagent tous leur, leur compte de résultats. Et puis ça permet aussi du coup de donner des conseils, de travailler ensemble sur l'amélioration de leur économie. Eux, ils sont tout en bleu blanc cœur. Ensuite, en autre exemple, donc là, on va être plus sur des pratiques sur l'amélioration de la qualité via une race un peu particulière. Donc, on a la filière, la micro-filière biodiversité maraîchine en Vendée et l'étable nantaise, donc avec la race nantaise à Nantes. Donc là, on met en avant une race et un mode de production. On va vraiment sur des systèmes herbagés qui vont être mis en avant. En Vendée, c'était à l'initiative des Biocop et avec l'étable nantaise, c'est vraiment à l'initiative de la métropole nantaise. Et ils ont aussi fait le dépôt d'une marque pour bien identifier ces pratiques et ces modes d'élevage. Et dernier exemple, ça va être Bio-Ribo-Verdon, qui est un dépôt d'une marque. Et ça, c'est en Maine-et-Loire, sur une aire d'alimentation de captage. Donc, c'est une vingtaine de producteurs qui sont regroupés avec le GAB, donc le groupement d'agriculteurs bio, et l'agglomération de Cholet. Et là, ils se sont dit, on a cette AAC, comment on peut en faire une opportunité? Bah, ils ont du coup créé une marque en mettant en avant le côté agriculteur engagé pour la qualité de l'eau. Et donc, ils ont pu mettre cette marque sur différentes productions, à la fois viande, culture, etc. Donc, il y en aurait plein d'autres, mais là, c'est juste une première image de petites initiatives qui nous ont inspirés et qu'on espère pouvoir réutiliser pour la partie conception notamment. Donc ensuite, finalement, ça s'est fait un peu de manière chronologique, mais TRAC et DST, l'idée, c'était de les faire un peu conjointement, mais on les a quand même fait un peu à la suite. Donc on a continué avec le DST. Le DST, donc là, on a fait entretien sur les filières lait et viande, qui sont un peu donc nos filières sur lesquelles on voulait
sur lequel on voulait faire un zoom parce que c'est les filières majoritaires. Donc dans l'idée d'avoir une meilleure compréhension du territoire, l'organisation des acteurs, mais je ne vais pas vous réexpliquer le DST, je pense que vous maîtrisez tous. À chaque fois, on questionnait sur le non-usage de produits phyto, donc les freins et les leviers et leur position, le maintien de l'élevage et des prairies, et la meilleure rémunération des éleveurs. Donc les acteurs interrogés, ça a été notamment les prescripteurs, donc à la fois vente et conseil. Filière lait, ça a été les laiteries qui font transformation souvent. Filière viande, c'est abattoirs et ateliers de découpe. Et distributeurs, c'était les grosses enseignes qui étaient présentes sur le bassin, notamment Super U, Leclerc, Biocoop, Intermarché. Il n'y a pas eu des agriculteurs, ou très peu, indirectement, parce que finalement, c'était remonté assez souvent qu'il y avait trop de sollicitations. Les agriculteurs avaient déjà beaucoup avec les partenaires, avec Atlantico, avec la Chambre et d'autres partenaires. Mais déjà bien occupés, on avait déjà du mal à les mobiliser, donc ça rajoutait une couche si on allait faire des entretiens. Donc eux, on les a plutôt intégrés via Atlantico et via les événements qui étaient faits sur le territoire par les partenaires. Donc il y a eu 10 entretiens exploratoires, 27 entretiens semi-directifs et 13 participations aux événements locaux. Donc là, on va aller zoomer sur la filière lait, finalement, qui est la filière majoritaire. Donc là, il faut commencer par la partie centrale, donc qui est un peu la typologie type d'une ferme sur le bassin. Donc c'est à la fois en conventionnel et il y a des bio qui sont aussi comme ça, avec moitié herbe, donc 50% herbe, une part de maïs pour l'alimentation des vaches et une part de céréales potentiellement en culture de vente. Donc ça va partir en laiterie, donc en filière longue. Herbauge, Saint-Père, Lactalis, Eurial et Terrena, et Biolay si on est spécifique sur le bio. Ensuite, c'est vendu du coup à la distribution, les grosses enseignes, mais c'est potentiellement aussi à l'export ou industrie agroalimentaire ou restauration hors domicile, avant d'attendre le consommateur final. Mais du coup, on a ce problème un peu de la rémunération des produits d'élevage et produits laits. Donc de plus en plus d'agriculteurs qui vont avoir une tendance à aller vers la partie gauche, donc réduire la partie élevage et augmenter la partie culture de vente. Avec du coup, réduction de l'élevage, voire arrêt total et faire un focus sur culture de vente. Ou la deuxième voie, ça serait les agriculteurs qui vont aller en bio et aller sur des systèmes plutôt majoritairement herbes, avec des systèmes un peu autonomes et réduction des charges, donc peu d'achat d'aliments et d'intrants. Et donc on a un système finalement qui est un peu on a différencié les systèmes propres au bio, parce qu'on a des acteurs qui vont faire vraiment un focus, qui vont se positionner uniquement sur le bio. Donc par exemple Biolay et les Biocoop ou les magasins spécialisés. Donc ils n'auront pas une gamme de produits, eux ils vont organiser leur système autour du bio. Et ensuite on va avoir des niches d'innovation qui vont être encore dans l'idée de répondre au problème de la rémunération, comment mieux valoriser, et qui vont travailler du coup en direct avec la restauration collective, avec la vente directe aux consommateurs, etc. Donc les gradients en haut, on est là sur la surface de maïs par ETP. Donc on voit que plus on va vers les systèmes de gauche, plus on a des systèmes, ça va être des fermes de taille importante avec des grosses surfaces de maïs. Et en bas, l'échelle géographique, finalement, plus on va vers la gauche, plus ça va être des acteurs, notamment sur la distribution, qui vont travailler à l'international, alors que sur les niches d'innovation, on va vraiment être sur un territoire local. Donc là, on va faire un peu un zoom sur la rémunération du lait, qui est un peu problématique, comme on a dit, mais particulièrement en agriculture bio. Donc là, il y a plusieurs facteurs. Il y a le côté déjà plein de labels et marques qui sont apparus sur le marché et qui ont un peu entraîné une confusion chez le consommateur. Mais on a aussi le côté conjoncture. Là, actuellement, le bio est un peu en crise. On avait une grosse augmentation depuis la création jusque 2020. Et en 2020, on a eu une première baisse donc, de 1,3% entre 2020 et 2021 et de 4,6% entre 2021 et 2022 sur la part des produits bio dans le panier alimentaire français.
Et du coup, on voit vraiment l'impact dans les laiteries, par rapport à la crise. Donc il y a les laiteries qui vont déclasser leur lait bio de 30 à 40 %. Habituellement, on est plus autour de 10 %, donc pour tout ce qui est, fonctionnement, quand ils passent de conventionnel à bio, il y a des nettoyages et tout ça, donc on a toujours une sorte de perte qui est déclassée. Mais là, on tournait autour de 30 à 40 %, donc ce qui est assez énorme chez toutes les laiteries interrogées. Hem Et en termes de prix du lait, on a le prix du lait conventionnel qui est passé au-dessus à plusieurs moments, au-dessus du lait bio. Donc vraiment cette crise du bio qui est un peu, inquiétante, en ce moment et qui va finalement dépendre pas mal du type de régime et de la vente, du système de vente. Donc en magasin spécialisé, finalement, le système sociotechnique qui est propre au bio, c'est lui qui va être le plus impacté, où il y aura qui vont perdre le plus de ventes. Eux, ils étaient à moins 8,6 % en 2022. En grande distribution, on était à moins 4,6 %, donc quand même une belle baisse. Et alors qu'en niche d'innovation, donc tout ce qui est en vente directe, eux, ils ont eu une augmentation. Donc là, c'est intéressant, on voit qu'il y a des leviers, à tirer des niches d'innovation qui font de la vente directe. Eux, ils ont une augmentation de 4 %. Donc ça, c'est les chiffres 2023. Donc ce qu'on peut en redire, c'est que, régime de niche, ils s'en sortent pas mal parce que du coup, il y a une sorte de fidélité du consommateur. Il y a un bon lien qui a été fait avec le consommateur. Système socio-technique propre au bio, c'est lui qui subit le plus la crise parce que de un, le consommateur, avec l'inflation, va aller plutôt dans de la grande distribution et va faire le frein sur une partie de la consommation bio, qui est considérée du coup un peu comme un produit de luxe et du coup, c'est les premiers à être supprimés du panier alimentaire. Et en plus, le système socio-technique propre au bio, lui, il n'a pas une gamme de produits, il peut pas se reposer sur le conventionnel, donc il va être plus impacté. Et enfin, le régime majoritaire, donc là, on a vu qu'il y a une baisse en bio, mais lui, il va pouvoir se reposer finalement sur, le conventionnel, compenser les prix avec le conventionnel et compenser les prix avec, l'export. Lui, il va être moins impacté par les enjeux, nationaux, mais aussi plus par les enjeux internationaux. Et donc finalement, le régime majoritaire, il va peut-être être moins, notamment au niveau des laiteries distributeurs, et il va être moins moteur sur, trouver des innovations pour relancer le bio. Que le régime sociotechnique propre au bio. Je sais pas si Laura et Rémi voulaient rajouter des choses, il y avait pas mal de choses à dire sur ces schémas. Ou sinon Non, je trouve que c'est assez clair. Peut-être on pourra compléter aussi quand il y aura des questions à la fin. ouais, ça roule. Blanche, on est resté sur ta diapo où on voyait le verrou, c'est ça? Oui, Ok. c'est oui, pardon. Non, Mais non, oui, mais oui, pas de en fait, c'est problème. ça. Ouais, très bien, merci. Et donc, quelques leviers qu'on va détailler qui finalement sont apparus, lors des entretiens et sur lesquels on s'est dit: «Ah, là, il y a quelque chose à creuser». Il y a notamment, du coup, relancer le label, en AB. Comment, trouver via des nouveaux débouchés, via la communication ou via, trouver des moyens pour relancer le label. Un deuxième levier qui va être, intégré à la transformation. Donc là, qui est un levier qui est finalement mis en avant par les niches d'innovation. Ensuite, un levier qui est plus sur les cultures. Donc là, on élargit, pas à la rémunération des éleveurs, mais plutôt plus largement sur, réduction des phytos. Et un quatrième levier qui va être sur, développer des cultures à bas niveau d'intrants. Juste quelques niches d'innovation sur lesquelles on a tiré un peu des leviers. Donc le premier, c'est peut-être pas le meilleur, exemple pour, tout ce qui est réduction des phytos, mais qui est assez intéressant sur tout ce qui est organisationnel. Donc là, c'est un collecteur qui a développé une filière de blé meunier, à forte valeur ajoutée, en partenariat du coup avec les agriculteurs, une meunerie et les boulangeries. Donc on est vraiment sur l'organisationnel. Et là, l'objectif, c'était une meilleure rémunération, grâce au développement d'une filière à forte valeur ajoutée et de proximité. Donc là, en termes de valeur, on est vraiment sur l'idée de mise en avant du territoire, proximité et traçabilité. Et eux, ils sont leur innovation, enfin innovation, ouais, leur niche est assez intéressante parce que c'est vraiment l'idée d'avoir des partenaires, de confiance, un lien, durable. Ça fait plusieurs années qu'ils travaillent comme ça marche bien. Un consommateur qui est assez sensibilisé avec pas mal de communication. Mais en frein, c'est un cahier des charges qui est peu exigeant. Ils induisent une réduction des charges, mais qui est un peu limitée sur, l'IFT. Le petit logo, donc rémunération, c'est l'euro, c'est meilleure rémunération et réduction des phytos légèrement.
Une deuxième niche d'innovation, donc là, c'est un acteur, les 3 innovations, c'est sur le bassin. Teba, c'est un outil de transformation viande pour le développement de la vente directe des éleveurs. Donc là, c'est un prestataire de service qui va proposer aux éleveurs un service d'abattage, de découpe et de transformation et conditionnement des produits. Donc il va venir chercher des animaux sur la ferme, faire toutes les étapes et renvoyer du coup des colis de viande ou des bocaux. Donc là, ça permet aussi une meilleure rémunération des éleveurs et du coup un maintien de l'élevage. Et donc là, les valeurs, ça va être au service des agriculteurs, favoriser en circuit court, favoriser le local et la proximité, et aussi le maintien des petits abattoirs de proximité. Parce que finalement, sur le département, tous les petits abattoirs se sont fermés. Donc maintenant, ça va être beaucoup les gros Castelviande, Bigard, donc des gros acteurs. Et donc là, c'est un TEBAS, eux, ils vont militer pour essayer de recréer des petits abattoirs. Et un dernier exemple, ça va être le développement des cultures de diversification et nouveaux débouchés en direct. Donc là, c'est l'exemple de la ferme de la Romerie. Bon, on aurait pu prendre une autre ferme potentiellement. C'est un agriculteur bio du bassin qui fait de la viande bovine et qui va se diversifier avec des céréales et des légumineuses. Donc là, on est sur la diversification des productions. C'est à la fois organisationnel et agronomique. Et lui, le levier, donc, ça va être meilleure rémunération grâce à la diversification. Donc, toucher plus de consommateurs parce que plus de production. Et développement de culture à bas niveau d'intrants, donc avec la réduction des phytos. En termes de valeur, lui, ça va être plutôt la durabilité des systèmes agricoles, complémentarité culture et élevage. Et aussi beaucoup entraide et solidarité entre agriculteurs, partager des expériences, s'engager dans les CUMA, etc. Avec un petit frein qui est mis en avant sur la rentabilité difficile avec la restauration collective. Donc on va repartir un peu sur les 4 leviers identifiés, donc finalement qu'on peut retrouver aussi dans les niches d'innovation présentées juste avant. Le premier, c'est relancer le label en AB. Donc le label et marques, c'est apparu comme un levier assez majeur pour à la fois améliorer la rémunération, mieux valoriser et réduire les phytos. Et tous les acteurs de la filière, finalement, du producteur au distributeur, se positionnent sur un ou plusieurs marques et labels. Donc on a AB, HVE, Bleu Blanc Cœur, Label Rouge. On va avoir des marques en interne, par exemple Terena, c'est la nouvelle agriculture. Donc ils vont tous avoir leur cahier des charges un peu différent. Mais il y a vraiment ce positionnement général, et notamment sur le bio, finalement, ça reste le label sur lequel il y a le plus de positionnement. Un deuxième point qui nous fait aller vers relancer le label en AB, c'est que le bassin de Safré, c'est vraiment un bassin de production. Le consommateur va falloir aller le chercher en dehors du bassin, parce que finalement, on a estimé un peu la production lait sur la consommation. Donc on produit entre 3 et 4 fois plus de lait qu'on en consomme sur le bassin. Et ça, c'est un peu pareil sur les céréales. Finalement, il va y avoir des productions très déficitaires, mais sur le lait et les céréales, c'est complètement excédentaire. Donc il y a un besoin de trouver des consommateurs en dehors du bassin. Donc ça peut être ceux qui consomment l'eau de Safré, donc on élargit un peu, ou alors aller voir Nantes Métropole. Mais du coup, vous trouvez le label AB, finalement, c'est un levier intéressant parce que c'est identifié par tout le monde et ça permet de toucher plus largement sans être spécifique à Safré. Mais le frein du coup des marques et labels et du label AB en ce moment, c'est donc la multiplicité des labels et marques, je l'ai rapidement dit tout à l'heure, mais qui entraîne une confusion chez les consommateurs et une mauvaise compréhension des avantages et certifications de chacun. Donc le label AB qui est un peu perdu, qui est un peu noyé dans toutes ces marques et labels, et finalement un cahier des charges qui est finalement peu intégré par le consommateur sur les certifications. Et deuxième point, il y en aurait plein d'autres, hein, mais on va dire, c'est les 2 majeurs à retenir. Deuxième, c'est la baisse du pouvoir d'achat qui est plutôt actuelle, avec donc oui, la réduction des dépenses alimentaires, et notamment sur les produits AB, qui sont souvent du coup considérés un peu comme les produits de luxe et qui sont les premiers affectés par l'inflation. Enfin, par les baisses des achats du consommateur. Donc un axe de travail, c'est à la fois travailler sur la communication et le renforcement des marques et labels existants, et notamment bio, qui nous intéresse particulièrement parce que pas de phyto, et travailler sur les nouveaux débouchés pour aussi relancer le label AB. Donc par exemple la restauration collective, comment impliquer les collectivités. Donc là, on a trouvé des motivations chez les agriculteurs et les transformateurs, notamment.
mais aussi les collectivités qui sont intéressées avec la loi Egalim, Nantes Métropole, qui veut beaucoup augmenter sa part de bio dans la restauration collective. Un petit verbatim, c'est toujours intéressant d'avoir des paroles en direct, mais là, du coup, ça représente ça, c'est ne surtout pas réinventer le monde en créant une nouvelle marque. Trop de différenciation, le consommateur finit par choisir par le prix. Mais oui, du coup, pas forcément créer une nouvelle marque, ça c'est ressorti assez souvent. Même s'il y a des initiatives comme Bio, Ribou, Verdon, qui a bien marché avec une création de marque, mais finalement, c'est ressorti qu'il fallait pas recréer encore quelque chose, mais venir soutenir ceux qui sont existants et qui répondent aux objectifs souhaités pour le territoire. Et à droite, on s'est amusé avec Rémi et Marianne à essayer de trouver un message clé sur comment lier alimentation et eau pour le consommateur. Donc là, c'est une citoyenne qui dit « Je veux boire une eau de qualité, donc j'achète des produits sans pesticides ». Donc pour vraiment lier, si on veut une eau sans pesticides, du coup ça remonte à l'agriculteur et il faut acheter potentiellement AB ou des produits qui sont certifiés sans pesticides. Donc, un petit exercice qu'on s'est fait, mais qui a travaillé encore. Deuxième levier, donc c'est intégrer des étapes de la filière. Donc là, ça veut dire pour l'éleveur, surtout pour l'éleveur, mais ça pourrait être un autre acteur, mais la prise en charge de plusieurs casquettes. Donc à la fois production, la logistique, la transformation et la distribution. Donc essayer de limiter les intermédiaires. Là, un exemple, c'est en direct des éleveurs, donc que j'ai représenté rapidement au début. Mais la laiterie, du coup, 9 exploitations qui se sont regroupées et eux, ils portent la casquette production, collecte, transformation et ils vont distribuer du coup au régime classique, grande distribution, restaurateur, restauration collective. Mais donc, ils ont vraiment limité les intermédiaires et ça permet du coup d'avoir une meilleure valorisation. Donc là, on a des retours souvent positifs, à la fois sur le côté économique, meilleure rémunération, mais aussi sur le côté social. Maîtrise de la production, on va avoir une relation de confiance avec le consommateur, notamment les éleveurs qui prennent la casquette vente directe, et donc transformation et distribution. Il y a ce lien social qui est fait et qui est mis en avant comme finalement peut-être que plus important que le côté économique. Le frein, il y en a plusieurs. C'est déjà le manque de temps pour les agriculteurs d'avoir rajouté encore une casquette à leur activité. Le côté besoin de nouvelles connaissances et compétences pour maîtriser chaque étape. Donc un aspect peu rassurant de se lancer sur une nouvelle activité. Et les investissements financiers, notamment sur le côté transformation. Donc là, on a repéré des motivations chez les éleveurs laitiers bio, notamment, lors d'une réunion qui a été faite par Atlantico. Et du coup, un intérêt à poursuivre cette question d'abord avec les éleveurs laitiers bio et potentiellement après ouvrir un peu plus large au conventionnel du bassin. Ensuite, développer des cultures à bas niveau d'intrants et forte valeur ajoutée. Donc là, pourquoi on a mis ce levier en avant, c'est parce qu'il y a déjà pas mal de tests qui sont en cours à la fois par les collecteurs et par les agriculteurs. Donc sur le sarrasin, pois, lentilles, on a même du riz chez un éleveur cette année. Donc là, il y a un intérêt qui est bien identifié pour le côté réduction des pesticides, adaptation au changement climatique et résilience des systèmes agricoles, et notamment diversification avec un bassin déficitaire sur certaines productions, et notamment les légumineuses et cultures à alimentation humaine. Mais des nombreux freins, donc le côté manque de coordination entre les acteurs et le manque de débouchés. Le problème de rentabilité, on a encore limité, du point de vue agronomique, c'est remonté assez souvent que c'était pas rentable parce que beaucoup de pertes de rendement. Par exemple, le sarrasin noterait 1 et 1,5 tonnes de rendement pour un prix entre 700 et 1 000 €, mais du coup bien inférieur au blé. La gestion des adventices, donc encore un point agronomique. Là, il donnait l'exemple de la datura pour le sarrasin. Et le côté logistique, qu'il faut assez de quantité pour rentabiliser une collecte. Donc là, c'est un collecteur qui nous disait, moi, pour mon camion, j'ai besoin d'un minimum de 30 tonnes pour rentabiliser le taux de déplacement. On ne peut pas faire juste un petit test chez un agriculteur, il faut quand même une production qui vaille le déplacement. En axe de travail, donc il y a le côté construction de filière avec tous les maillons. C'est vraiment ressorti comme fort qu'il y a besoin de cette relation de confiance indispensable. Et oui, finalement, ce qui est montré souvent dans les études, c'est que
le côté lien social entre les acteurs, il est parfois plus moteur et plus motivant pour les acteurs que le côté réduction des phytos et environnemental. C'est vraiment ce côté lien social et apprentissage de nouvelles connaissances. Et le deuxième axe de travail, c'est le côté compensation économique sur les pertes de rendement. Donc voir un peu définir le rôle des collectivités, comment le risque peut être partagé par tous les acteurs de la filière et pas que par les agriculteurs. Donc là, les motivations, les a vraiment repérées chez les collecteurs finalement principalement, et un peu agriculteurs et collectivités. Mais on a plusieurs collecteurs qui se positionnaient, qui disaient nous on a envie de tester, mais il y a ces freins qui nous bloquent. Et quelques verbatims. Donc, pour créer une filière, étudier d'abord les débouchés de la fourchette à la fourche et non de la fourche à la fourchette. Donc, ça, c'est intéressant. C'était avant de produire et de tester plein de cultures, vraiment aller se questionner sur les débouchés et quels acteurs on peut mobiliser. Ce qui manque pour le lancement d'une filière, de la coordination. Donc, on retourne sur coordination et culture à forte valeur ajoutée. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce sont généralement des cultures pas rentables. Donc, travailler encore sur le côté agronomique. Un point sur la maîtrise des adventices sans herbicides. Donc là, c'est principalement développé sur le bassin avec le désherbage mécanique, hein, essentiellement sur le maïs. L'adoption, elle dépend de la surface de maïs par exploitation et par ETP, mais du coup, les freins, c'est le temps de travail et le besoin en main-d'œuvre. Le temps de travail, du coup, sur les exploitations, on aura une grosse part de maïs par ETP, ça va être beaucoup plus difficile à adopter. Et les conditions climatiques qui sont vraiment spécifiques pour le passage des bineuses. En verbatim, on a en désherbage, pas d'alternative de produit, besoin d'aller vers le mécanique. Donc pour les bio, il n'y a pas d'alternative, c'est montré. Le désherbage mécanique est compliqué car trop dépendant du climat, si trop d'eau ou trop sec, retour vers le chimique. Et le désherbage mécanique, un travail pénible et ingrat. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal de freins. La pratique est bien connue par tous, mais elle reste limitée dans son développement. Donc en axe de travail, ça serait d'aller sur d'autres leviers. Ce serait la robotique qui intéresse pas mal les agriculteurs, mais qui est encore trop coûteuse et peu développée. Et finalement, plus largement, la place du maïs dans le système de culture. Donc là, on peut relier avec le levier diversification des cultures. Donc là, c'est plus des motivations chez les agriculteurs. Donc ces leviers, on les a reformulés en cible de conception pour la suite. Donc le thème 1, ça serait comment relancer le label AB par de nouveaux débouchés, par exemple la restauration collective, ou en agissant sur la demande des consommateurs, donc mieux communiquer et démocratiser le cahier des charges. Thème 2, ça serait comment améliorer la rémunération des produits laitiers issus d'une agriculture sans phyto en intégrant la transformation. Donc là, c'était dans l'idée de travailler avec les éleveurs bio sur la transformation. Thème 3, c'est quelles conditions pour permettre le développement de cultures à bas niveau d'intrants et forte valeur ajoutée sur le bassin d'eau Safrey. Et thème 4, c'est comment gérer les adventices sans herbicides dans le système d'élevage du bassin de Safrey. Donc du désherbage mécanique jusqu'à plus largement la place du maïs dans les assolements. Donc ça sera un peu nos cibles de conception qu'on aimerait faire l'hiver prochain. Et avec toujours cette question majeure de la coordination, qui prend en charge tout ce développement de filière, quelle organisation, quelle gouvernance on veut pour le faire. Donc un petit bilan à chaud sur la méthodologie et l'apport de chaque étape. La scénarisation, finalement, c'était très intéressant pour intégrer dès le départ les agriculteurs dans le choix des actes de recherche. C'est eux qui ont ciblé la question du maintien de l'élevage et de la rémunération. Et ces premiers ateliers, ça a mis l'agriculteur en position centrale dans le choix des axes. En 2, sur la track, finalement, les apports, c'était très utile pour préparer le DST et les entretiens. Nous, ça nous a permis d'avoir finalement une meilleure connaissance, un apport de connaissances et des premières hypothèses sur les leviers à mobiliser pour améliorer la rémunération et pour aller vers le non-usage de phyto sur le bassin. Et ça, c'est vraiment essayer de faire en continu tout au long du DST. Finalement, il n'y avait pas besoin de faire une étape track puis une étape DST, mais conjointement, c'est pas mal aussi. À chaud, en DST, on s'est dit que c'était vraiment important d'être à 2 en entretien, parce qu'on va pas avoir la même interprétation dans les réponses. On voyait bien souvent, on avait
des résumés de l'entretien parfois différentes. Un enregistrement qui est évidemment important. Nous, en termes de rythme, on faisait à la fois un peu soutenu, mais avec des pauses entre les séquences. Et ça permettait je pense que c'est pas mal de faire comme ça, parce que ça permettait à la fois d'assimiler les infos et de préciser ensuite les questions et d'affiner un peu les questions qu'on voulait avoir et les réponses qu'on voulait avoir. Et du coup, faire vraiment des laps de temps entre les séquences d'entretien et formaliser au fur et à mesure. Ensuite, il y avait les variétés de formats des analyses. Nous, on en a fait pas mal. On a fait les comptes rendus classiques. On a fait travailler beaucoup en schéma, donc schéma de réseau d'acteurs, schéma de système de valeurs, le fonctionnement de l'acteur, et des fiches synthétiques sur les leviers, les actions et les freins de chaque acteur. Donc ça permet d'avoir une vision complémentaire et ça parlait plus on était plus ou moins sensible à un type d'analyse. Et ensuite, aux entretiens, d'arriver finalement avec des schémas en tête sur le maillage des acteurs. Nous, on avait un peu nos schémas types sur le réseau d'acteurs et on venait ensuite compléter quels acteurs, quels distributeurs, quels transformateurs. Ça permettait de faciliter l'entretien. En difficulté, donc ça, je pense on a eu beaucoup de mal avec les technologies révélatrices et sur le terme, ça nous questionnait beaucoup et on questionnait pas mal Marion là-dessus. Et on n'en avait pas finalement, on n'avait pas d'hypothèse sur nos technologies révélatrices. On est arrivé, on avait la track qui nous avait donné des initiatives, on n'avait pas identifié des technologies révélatrices. Mais finalement, du coup, à la fin de ce DST, on se dit, pas trop se mettre la pression sur les technologies révélatrices. C'est pas grave si on n'en a pas, et le terme, finalement, on l'adapte, on peut avoir des interprétations différentes. Et dernier point, ce sera pour la suite à mobiliser pour la conception. Donc là, on se pose encore la question, c'est le WP3, comment intégrer les indicateurs biodiversité et comment intégrer la spatialisation des usages de phyto. Donc ça, c'est on a été en contact avec du coup les responsables de ces points-là et on ne sait pas encore comment trop les intégrer à la conception par la suite. Et suite à Safray, donc on part sur un recrutement, on va prolonger du coup d'1 an le travail à Safray et vraiment sur le côté atelier de conception. Donc avec les cibles qui ont été présentées. Et voilà, j'étais peut-être un peu longue, mais désolée. Merci de votre attention et n'hésitez pas